Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Face aux vagues successives d'annonces de nouvelles fonctionnalités des outils de génération d'images, j'avais envie aujourd'hui de prendre un peu de recul et de faire un tour d'horizon de la courte mais intense histoire de la création graphique assistée par l'IA générative. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois avec nous le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques, politiques et aujourd'hui esthétiques. Cause commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur son app mobile, vous l'avez déjà installé, c'est sûr, sur la bande FM 93.1 à Paris et le DAB+, et sur la plateforme de podcast préférée, qui est également sûrement sur votre téléphone. Alors, si cette émission vous plaît, merci de vous abonner, mais surtout de prendre 3 secondes, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que c'est ce qui nous aide un petit peu, c'est notre seule récompense. Ça manipule les algorithmes et... C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Comme depuis des mois, il ne se passe pas une semaine sans qu'un outil créatif n'annonce une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire. À chaque fois, nous avons l'impression que nous allons pouvoir transformer notre médiocrité graphique grâce à ce nouveau procédé. Bon, il nous suffirait de suivre le dernier tuto, d'appliquer la dernière méthode de prompt pour devenir un créatif, un créateur, un artiste. J'aurais voulu être un artiste. Midjourney va exaucer tous tes vœux, mon ami. Force est quand même de constater que ce n'est pas si simple. Au-delà de l'outil, il faut avoir de bonnes idées, de bons concepts, d'être malin dans la manière de les réaliser et savoir utiliser les bons outils. Je vous propose donc aujourd'hui un double voyage. Un voyage à travers les créations originales qui ont déjà marqué la courte histoire de la création graphique. Bon, on va se focaliser sur les images essentielles parce que pour l'instant les vidéos ça reste encore un autre continent. Et également un voyage plus réflexif sur l'usage de ces outils. Vaste programme. Mais heureusement pour nous, l'invité du jour, notre invité du jour, a relevé le défi. Elle est chef de projet transverse innovation dans un grand groupe du CAC 40, avec un background sur tout ce qui est design et facilitation graphique. Elle est tombée un peu comme tout le monde, mais pour le coup, elle s'y est vraiment plongée dans les IA génératives, créatives, dès leur apparition, c'est-à-dire à peu près il y a 3 ans maintenant. Elle est au cœur de l'écosystème. Elle est membre du collectif Comptoir IA, qui organise des meet-up. Elle est co-rédactrice de la newsletter spécialisée générative avec Gilles Guéraz, où il parle de tous les outils créatifs qui existent. Elle est également contributrice dans le magazine mensuel LHC. C'est un magazine qui est assisté et inspiré par l'IA, et qui sort tous les mois du coup, et qui sort à des visuels de dingue à chaque numéro. Elle est également bêta-testeuse dans différents outils français de cette sphère d'activité. Bon, et puis elle est surtout coach mentor IA pour des entreprises qui veulent justement prendre ce virage de l'IA générative. Bonjour Caroline Thiraud. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue dans le studio de Cause Commune. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté ce défi de faire un tour d'horizon global de l'IA générative d'images. Nous allons faire ensemble donc ce tour d'horizon des images marquantes de ces dernières années. Vous avez gentiment préparé d'ailleurs un carrousel que nous avons publié collectivement, vous et moi, sur LinkedIn. Donc, pour arriver un peu à suivre cette émission, finalement, les auditeurs et les auditrices peuvent aller voir sur votre LinkedIn, donc Caroline Thiraud, ou sur le LinkedIn de Parlez-moi d'IA, les éléments graphiques dont on va parler. Et comme ça, ils vont pouvoir suivre, ils vont pouvoir regarder tout ce qu'on va se dire. Tout à fait. On commence, si vous le voulez bien, par les pionniers. Avec plaisir. On a préparé cette émission ensemble. Vous m'avez tout de suite dit, bon allez, on peut pas faire l'économie de parler du collectif Obvious, qui depuis d'ailleurs 2017 fait plein de choses en fait,
Qu'est-ce qui a été marquant côté Obvious? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier dès 2017? Alors Obvious, effectivement, c'est un collectif français, donc c'est important aussi d'en parler. Ce qui a marqué un tournant pour eux, je pense que c'est d'avoir effectivement participé en proposant une œuvre d'art réalisée avec des algorithmes. Et donc, ils l'ont présentée à une vente Christie's. Et surtout, ils ont réussi à la vendre 45 fois plus cher que ce qu'ils avaient estimé à l'origine. C'est-à-dire combien? 432 000 et quelques dollars. Donc, c'est assez significatif et c'est ce qui a aussi lancé, je pense, leur activité. Et depuis, ils ne se sont pas arrêtés. Ils font beaucoup de travaux autour de la recherche, autour des algorithmes. Donc, c'est un collectif de 3 plasticiens. Ils sont français? Français, tout à fait. Là, les derniers travaux étaient autour des IRM, en fait, d'essayer de voir quelles étaient les projections de l'esprit et de les matérialiser avec de l'IA générative. Ah oui. Et oui. On est dans un épisode de série, là. Ah, tout à fait, tout à fait. Et là, le dernier événement qu'ils ont organisé, c'était autour des recettes de cuisine, en fait, qui ont été inspirées avec l'IA générative. Et ils ont travaillé justement avec des chefs pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'était vraiment très, très intéressant. Ça se passait au Théâtre de l'IA où on s'est rencontrés tous les deux. Ah, très bien. Donc, un collectif qui continue à être très innovant et à rechercher finalement beaucoup la créativité à travers ces outils-là. Beaucoup de recherche, oui. Beaucoup de recherche et qui essaye aussi beaucoup de la vulgariser, de créer des expos, de créer des événements pour montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Tout à fait. Le tableau, par exemple, qui a gagné ce prix, il s'appelait Edmond de Bellamy, donc il n'existe absolument pas. Et comme il travaillait sur les algorithmes à l'époque, on peut voir la petite formule mathématique qui a permis à l'algorithme de générer l'image. Donc vraiment, ils sont force de proposition sur ce qu'on peut proposer de nouveau, en tout cas, et d'innovant avec l'IA générative. Et dans le même registre un peu des pionniers, on ne peut pas ne pas citer Jason Allen. Donc Jason Allen, du coup, il est un peu précurseur puisqu'il a gagné un prix en fait avec son œuvre. Effectivement, il a remporté un prix à Las Vegas, à la Colorado State Fair de 2022, et c'est ce qui m'a fait tomber dans l'IA générative, puisqu'il y a toute une histoire autour de ça. En fait, il y a eu un buzz énorme autour de cette œuvre, parce qu'il a passé quand même plus de 90 heures à retravailler cette œuvre. Il a fait plus de 800 itérations, et pourtant, on a considéré qu'il n'était pas un artiste et qu'il n'était pas à l'origine de l'œuvre. Il n'a d'ailleurs pas obtenu les copyrights sur cette œuvre-là. Qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial. D'accord. Oui, donc une œuvre marquante parce que vraiment, elle a fait beaucoup parler sur la manière d'y travailler et le fait qu'il ait gagné le prix avec ça, dans une catégorie qui était plutôt réservée à ceux qui faisaient du Photoshop, en fait, qui faisaient des créations graphiques numériques, mais à la main et qui étaient censés ne pas être... traditionnels avec effectivement peut-être du design, de la photo, effectivement. Donc lui, il a beaucoup travaillé là-dessus en utilisant Midjourney. Donc ça a permis aussi de faire connaître l'outil Midjourney. Ouais, ça a vraiment contribué. Grosse pub pour Midjourney. Tout à fait. Et voilà, mais du coup l'histoire est passionnante parce que aujourd'hui c'est vrai que il fait partie des pionniers comme on le disait. Et du coup on a d'autres artistes aussi qui eux on parlait d'outils, qui se sont amusés avec les fonctionnalités de l'outil. Par exemple, effectivement Midjourney ou Runway, je ne sais plus laquelle des deux, celle qui a le plus rapidement utilisé cette fonctionnalité pour étendre une image, sont repartis d'images très connues de l'histoire de l'art et ont utilisé ces fonctionnalités d'extension d'image. Notamment, je pense à Auguste Camp. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Tout à fait. Alors, en fait, c'est vrai que l'histoire de l'art a beaucoup inspiré sur les premiers essais qu'on faisait sur l'IA générative. La jeune fille à la perle de Vermeer n'a pas dérogé à la règle. Et c'était pas avec Runway ou avec Midjourney, c'était avec DALL-E 2. Donc, c'était sur le courant de l'été avant que ChatGPT n'arrive en novembre. Et effectivement, on avait eu toute une vague par OpenAI avec ce fameux chien sur une banane ou un cosmonaute sur un cheval. Je ne sais pas si tu les avais vus passer. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, la première fonctionnalité qui a été mise en avant, c'était effectivement cette extend du décor. Et ça permettait de montrer que les IA génératives repoussaient les limites de la créativité. Et c'était ça qui était vraiment intéressant. Donc l'extend, c'est en fait, ça imagine le hors-champ d'une image. Et donc là, c'est été 2022.
Tout à fait. On avait un portrait qui finalement a été étendu à un mode paysage et ça permettait de se projeter dans l'univers de cette jeune fille à la perle qui jusqu'à présent faisait partie de l'imaginaire. Mais là, ça permettait de le matérialiser. Donc, une chose intéressante. Aujourd'hui, c'est une fonctionnalité assez lambda que la plupart des outils proposent. Mais à l'époque, c'était quand même assez fou. Alors là on commence à aborder ceux qui sont connus. C'est celui-là que j'ai le plus identifié à l'époque. Boris Eldagsen, qui pareil, il gagne le prix Sony Award Photography quand même en Award 2023. Alors lui, qu'est-ce qu'il propose pour arriver à gagner ce prix-là et comment il le gère en fait ce prix? Effectivement, vous m'en avez parlé. C'est intéressant parce que pour le coup, le choix qu'il a fait, c'est de ne pas annoncer qu'il avait utilisé l'IA générative. Ouais. Là où Jason Allen avait quand même mis la mention With Midjourney, mais qui avait été retirée quand il a été publié dans le catalogue. Oui, quand il avait été publié pour le festival là, dont on parlait tout à l'heure à Las Vegas. Ici, il ne dit pas du tout qu'il a utilisé l'IA générative et il joue sur les aspects de la pellicule, photo ancienne, ce qui fait que, si vous regardez le carrousel, on peut se poser la question de qualité de l'image due à la technique de l'époque. Ouais. Or, il gagne le prix et il choisit d'y renoncer. Alors, l'histoire dit qu'il choisit d'y renoncer. Oui. Est-ce que quelqu'un a finalement décelé qu'il y avait de l'IA générative derrière ? Toujours est-il que les jurys se sont fait piéger, puisque eux ont attribué le prix à cette phyto. Et effectivement, on voit 2 femmes. Maintenant, avec le recul et la technique qu'on a aujourd'hui, le niveau de précision, notamment sur la physiologie, les doigts, les yeux, tout ça, on pourrait se dire, non, là, franchement, il se passe quelque chose. On est plus attentif aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, oui. Et puis, on est arrivé à des niveaux de précision tels qu'on est obligé de garder cet œil critique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Or, à l'époque, là, on parle d'avril 2023, c'était nouveau, on a un photographe reconnu qui propose un visuel. On ne le challenge pas pour savoir s'il a utilisé l'IA générative derrière. Ouais. Mais c'est intéressant parce que pour le coup, ça montrait qu'on arrivait quand même à des niveaux qui pouvaient bluffer même des experts. Même des jurys. Et du coup, tous ces exemples-là montrent qu'effectivement, depuis, on parlait d'été 2022, on parlait même de 2017, on a quand même aiguisé notre œil critique par rapport à ces œuvres-là. Et on est très à l'affût finalement aujourd'hui de savoir si oui ou non ce qu'on a devant les yeux est du génératif ou pas. Et ça amène un peu la question, justement, vous parliez de la mention Midjourney. Vous êtes plutôt quoi ? Vous êtes plutôt pour ou contre le fait de mentionner qu'une image a été générée avec tel ou tel outil ? Alors moi, je suis plutôt pour combiner des techniques de travail dans les workflows, c'est-à-dire utiliser, on parle de techniques hybrides, c'est-à-dire utiliser des outils traditionnels quand c'est pertinent et puis utiliser l'IA là où ça nous fait gagner du temps parce que c'est quand même la vocation première et je trouve que c'est ça qui est intéressant. La question qui se pose aujourd'hui sur ces fameux filigranes ou ces mentions qui indiquent si c'est avec de l'IA générative ou pas, c'est de savoir comment on va la formuler finalement parce que par exemple, dans le droit, c'est pareil, en juridique, c'est toujours un peu flou. À partir de combien d'itérations on peut considérer que l'œuvre nous appartient, ou en tout cas qu'on est le créatif à l'origine d'eux. Parce qu'il y a toujours la question autour de est-ce que c'est la base de données, est-ce que c'est le prompt, est-ce que c'est l'outil. Donc, comment ça va être mentionné ? C'est ça qui est intéressant. Ouais. Je pense que il y a eu des campagnes de publicité où ça a été mentionné clairement, et d'autres où ça a été complètement occulté. Et on parlait de critique juste avant, je pense que vous avez raison. Ce qui est intéressant, c'est de garder cet œil critique, quoi qu'il arrive, avec nos téléphones, les différents contenus auxquels on est exposé au quotidien, dans le métro, les publicités. Enfin, vraiment, ça va être ça, surtout ça qui, je pense, est intéressant, au-delà du fait d'avoir ou non la mention. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est les 4-5 exemples un peu emblématiques du début de tout ça. Entre-temps, il y a eu une vague énorme de création, un libre accès, effectivement, et où chacun effectivement après c'est un peu aguerri finalement à ces techniques. Vous avez déjà parlé un peu de l'utilisation assez rapide finalement de ces techniques-là par les agences de com et de publicité. Et avant d'aborder cette deuxième catégorie, grande catégorie où il y a aussi une petite histoire déjà des agences de com et des premières dans ce sujet, j'avais envie quand même de vous poser la question. Nous on est ici très attentifs à ces questions-là. La question de l'empreinte écologique finalement des générations. Comment on gère ça ? Comment on gère ça quand on est une agence, quand on est un créatif,
quand on sait ce que ça va avoir comme empreinte derrière d'utiliser de l'IA générative dans son travail, comment aujourd'hui vous voyez les choses dans le domaine professionnel voilà, comment ça se gère en fait finalement? Bah, en fait, c'est assez compliqué aujourd'hui. C'est une question qui est très touchy, Ouais. qu'on se pose tous. Ouais. On voit la technologie, l'innovation d'un côté, et puis on voit l'écologie et l'impact carbone de l'autre. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'outils à proprement dit qui permettent de scorer ça. C'est quelque chose que je vais suivre avec beaucoup d'attention, là, notamment sur Vivatech. J'espère pouvoir faire des petits repérages en ce sens. Mais c'est difficile aujourd'hui d'estimer et de comparer parce qu'on pourrait faire quelque chose de très manichéen. Voilà, si je vais faire un shooting à l'autre bout du monde, forcément ça me coûte plus cher que de générer des images chez moi. Mais il y a quand même une différence entre une personne qui va itérer 800 fois comme un Jason Allen et une personne qui va aller au plus près d'un prompt précis pour un usage raisonné et voilà, minimiser finalement le nombre de générations qu'on va avoir pour obtenir un résultat qualitatif. Et de l'autre côté, on peut aussi très bien avoir des agences traditionnelles qui vont proposer peut-être des shootings avec un impact carbone qui est moindre, Maîtrisé. voilà, et mieux maîtrisé. Ils peuvent aussi revoir la copie côté shooting traditionnel. Donc, comment on positionne le curseur, comment on voit ça, il y a beaucoup de réflexions autour de tout ça. Oui, il y avait notamment celle du livre blanc de l'agence Détroit. Tout à fait. Qui avait fait un calcul, bon, après, qui est forcément, qu'on peut discuter, le calcul. Ils avaient dit entre un shooting d'une grande marque de luxe à Johannesburg, qui aurait comme camp de base Paris, et une génération d'IA de ce même shooting, il y a 323 fois de différence. Enfin, une génération d'IA, l'impact carbone d'une génération d'IA, même si c'est plusieurs itérations, c'est 323 fois inférieur à, effectivement, un shooting organisé à l'autre bout de la planète. Bon, après, c'est les calculs. C'est le calcul d'un shooting, on va dire, à l'ancienne, traditionnel. Et après, effectivement, je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous qui faites beaucoup de veille, quand même. C'est-à-dire que je ne connais pas une personne qui voit passer autant d'outils et qui les teste autant que vous. Et justement, dans les préconisations de l'agence Détroit sur comment faire avec l'IA générative, préconisation numéro 8, qui part d'un bon sentiment, je pense, mais utiliser les modèles d'IA les moins énergivores pour vos campagnes, c'est-à-dire ceux qui sont le mieux dimensionnés pour la tâche à réaliser. Génial. C'est-à-dire que forcément, on dit OK, on est OK avec cette préco, mais comment on fait? Vous n'avez pas vu aujourd'hui un outil, on va dire, professionnel, de qualité, qui affiche un compteur CO2 finalement? C'est très compliqué, effectivement, de le mesurer. Je pense pour les fournisseurs d'outils dont on parle aujourd'hui, comme pour les utilisateurs. Le mieux qu'on puisse faire, effectivement, c'est d'essayer d'avoir l'usage raisonné dont on parlait tout à l'heure et de voir pour optimiser son workflow et voilà, d'aller vers l'outil le plus approprié. Donc, c'est là que l'expertise fait aussi la différence et la veille a son importance. C'est que ça nous permet d'aller au plus juste et tout de suite vers l'outil le plus adapté. C'est ce qu'on disait aussi dans la qualité, finalement, et l'expertise du créatif qui utilise des IA génératives. Peut-être que à ses débuts avec l'IA générative, il génère beaucoup de choses un peu déchets et du coup au début finalement de sa pratique il est très consommateur, mais plus il s'améliore, plus finalement il va être en capacité d'aller plus rapidement finalement sur le bon prompt, sur la bonne manière de travailler. Vous parliez aussi de mixte entre des choses classiques et des choses générées. Oui, tout à fait. En fait, quand on prompte, on utilise aussi sa connaissance personnelle et toute son expertise métier. Ça permet d'affiner un prompt sur de la vidéo, sur de l'image. Si on a des connaissances en photographie ou qu'on a été réalisateur, forcément, on va au plus juste du résultat qu'on a en tête. Maintenant, les outils s'affinent aussi. Donc, on obtient des résultats aussi très qualitatifs et beaucoup plus rapidement. Il y a des forces de proposition avec des outils, des fonctionnalités ciblées, des résultats ciblés. Je pense à Xfield en ce moment qui propose des effets spéciaux qu'on peut obtenir très rapidement et très facilement. Sur quel outil ça ?
Xfield. Donc là, c'est Ok. un outil, c'était mon coup de cœur d'il y a 15 jours quand je suis partie à Nice au WIFE. On le mettra en description de cette Tout à fait. émission, comme ça vous Mais pourrez aller même voir. Runway, il propose beaucoup de tutoriels pour aller au plus près. Aujourd'hui, on a aussi des fonctionnalités qui permettent d'affiner, donc d'avoir des LoRa, garder la consistance des différents personnages. Alors des produits. LoRa, c'est quoi du coup, juste pour Alors, nous expliquer? Bien sûr, pas de souci. Ça permet d'entraîner un modèle sur un objet précis, un personnage précis. Moi, par exemple, j'ai un avatar quand je communique sur LinkedIn et ça me permet, avec l'outil Scilab, d'avoir une consistance et de mettre mon avatar dans différentes situations. Je ne suis pas obligée de régénérer depuis le début. Les agences, c'est pareil, quand elles ont des objets souvent en cosmétique, pour de la voiture ou autre, ça permet de garder cette consistance et de garder toujours le même modèle. Donc ça permet d'avoir finalement un premier pas en évitant de régénérer depuis le début. Un ciblage un peu plus Tout à fort fait. sur le personnage ou l'objet que vous voulez. C'est du fine-tuning, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc ça personnalise. D'accord. Donc les outils commencent à optimiser aussi l'usage qu'on peut en faire. Ok. Voilà. Bon, après, derrière, l'agence D3 nous dit aussi d'aller travailler avec des outils qui utilisent des data centers qui sont économes en énergie. Pareil, je ne connais pas encore d'outils qui arrivent à se dire dans quel data center l'image est mise en place. Mais je pense que c'est une tendance et je pense que plus finalement les créatifs vont avoir conscience de ça, peut-être ils vont pouvoir aussi parler aux outils et leur demander finalement d'avoir la capacité de mieux maîtriser ces aspects-là. Peut-être. Oui, vous me disiez en préparant cette émission qu'on peut aussi imaginer que certaines images générées, même si elles ne sont pas utilisables pour le contexte dans lequel on les a générées, constituent une base d'images pour autre chose, pour peut-être qu'à un moment donné, on réutilisera pour autre chose et ça peut servir toujours. Enfin, ne pas jeter potentiellement toutes les images générées qui n'étaient pas parfaites. Tout à fait. Par exemple, je travaille avec Gilles Guéras sur la newsletter et il est aussi fondateur du Prompt Club. Et je crois que quelques membres du Prompt Club avaient fait des propositions sur base de leur rush. Je pense à Floriane et je crois d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est aussi une façon de se dire, je réutilise ce que j'ai généré, je fais du reuse, peut-être que c'est utile dans d'autres contextes. Et puis, il y a des grands acteurs aussi qui constituent des bases de données en réutilisant ce qui a été généré. Alors avec ou sans votre accord, ça dépend encore une fois du pays dans lequel on se trouve, mais ça reste toujours intéressant en fait de voir si on peut réutiliser. Alors, on passe aux agences si vous voulez bien. Bien sûr. On voulait évoquer les premiers essais des grandes agences qui se sont engagées dans cette IA générative. Il y avait notamment l'exemple de l'agence Brainsonic et du Becherel. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Alors eux, ils ont détourné en fait la barre Imagine de Midjourney, donc qui permettait de prompter, et ils ont mal orthographié volontairement le prompt. Une commande, le prompt, ce qui fait que ça a généré l'image à partir de cette erreur-là. Et pour le coup, c'est assez cocasse. C'est drôle, quoi. Voilà, on voit... si c'est pas bien écrire, si c'est pas bien écrit, ça donne quelque chose de complètement loufoque. Et du coup, ils ont joué sur cet aspect qui permettait avec les IA génératives de créer quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Et c'est détourné avec les baguettes à la place des pains. Oui, c'est en fonction des mots qu'on utilise, forcément le prompt il est plus ou moins bon. Il y a également l'agence Cowboy avec la marque Undies, la campagne Undies, tout à fait. Qui est une des premières finalement, je crois, non? Oui, une des premières, effectivement, et en plus à mettre en scène des mannequins virtuels. Des corps humains, oui. Tout à fait. Avec la particularité en 2023 d'avoir encore des artefacts, donc des artefacts, les défauts qu'on pouvait observer, notamment sur les corps humains. C'était des maillots de bain, non? C'est ça? C'était pour des maillots de bain. Et par contre, eux, ils avaient choisi de bien notifier que ça avait été généré par IA. D'accord. Donc et en mettant Express Your Creativity, ce qui veut dire qu'ils ont surjoué effectivement le côté IA. Alors encore une fois, c'est un parti pris, c'est assez audacieux parce que ça a généré pas mal de réactions derrière, une certaine polémique, mais en tout cas, ils ont choisi ça en mettant des visuels dignes de sirènes. Et inversement, on va avoir des marques qui s'engagent à ne pas utiliser des tracteurs, des mannequins, n'utiliser que des mannequins humains, donc comme Dove.
Tout à fait. Dove, eux, ils ont choisi, le parti pris, c'était de dire surtout pas d'IA générative parce qu'on voulait valoriser les femmes. On fait des produits pour les femmes et pour les vrais humains, des vraies personnes. Donc, que la beauté naturelle était à mettre en avant. Et ce qui est amusant, en fait, dans ces campagnes, c'est que finalement, ils ne l'utilisent pas, mais ils la citent. Ouais. Voilà, donc voilà, quel type de beauté souhaitons-nous que l'intelligence artificielle apprenne? Et donc, leur parti pris, c'est de dire on veut de la beauté naturelle, toute, mais ils parlent quand même d'IA générative. Donc ils en parlent. C'est un moyen de surfer sur cette vague, cette hype IA générative, tout en ne l'utilisant pas. Et c'est le même cas pour les poulets fermiers loués, qui avaient mis, et ça, il sait le faire, ChatGPT, en mettant une poule. Alors, l'image est un peu surréaliste quand même. Une poule qui pond. Tout à fait, je ne sais pas à quel moment. mais en tout cas, voilà, le parti pris, c'était de le citer en proposant des produits naturels. Et après, pareil, c'est toujours un effet un petit peu de balancier d'autres marques qui repartent dans l'autre sens et qui, eux, assument pleinement. On a Mango, par exemple, qui fait un catalogue entier. Tout à fait. Ils ont pris un catalogue entier avec un mannequin, donc les fameux Laura dont on parlait tout à l'heure, le fine-tuning. Ils ont pris une personne, enfin, ils ont généré une jeune femme et ils l'ont déclinée dans différentes situations. Voilà, c'était la campagne tout le catalogue d'habillage, quoi. Sunset Dream, donc ils avaient effectivement fait ça. Voilà. Et après, eux, ils sont très utilisateurs aussi, ils sont assez... comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est tout ou rien. Et eux, pour le coup, ils l'utilisent aussi beaucoup en interne pour le traitement SAV, pour effectivement de l'aide conversationnelle, l'aide au design. Donc, ils sont plutôt promoteurs de l'utilisation de l'IA générative. Et là, on a aussi H&M qui avait décliné des mannequins, alors à partir de mannequins existants qui ont laissé leurs droits pour faire du virtual try-on. Donc, c'est le principe de changer les vêtements sur une personne, mais grâce à l'IA. Ça, c'est une autre question qu'on n'a pas trop abordée dans cette émission parce que, pour le coup, elle est très, très juridique. C'est finalement le copyright sur les bases qui ont servi aux entraînements de ces outils. Et le droit à l'image. Et le droit à l'image derrière de mannequins qui accepteraient, alors de mannequins pour leur corps ou des fois des gens qui vont prêter leur voix aussi potentiellement, puisqu'on est à la radio, et qui vont accepter de donner leur droit d'usage et de diffusion. Écoutez, Caroline, ça avance trop vite cette émission, on a cité trop d'éléments, on arrive à la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager en fait sur l'état des lieux un peu de cette industrie, de cet écosystème, et comment vous voyez peut-être une projection justement dans les prochaines années, comment vous voyez l'évolution de tout ça? Alors, on va rester que sur les images, parce qu'on s'est dit que sur cette émission-là, on ne parlait pas de vidéo. Oui, parce que là, on en reviendra peut-être. Si cet épisode vous plaît, on pourra faire la même chose avec Caroline, si elle veut bien, pour les vidéos. C'est-à-dire revenir un peu en arrière, revenir voir un peu les grands jalons de l'IA générative pour la vidéo. Mais pour l'image, qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, Caroline? Oui, c'est vrai que je suis Madame Irma de l'IA générative. Bien, écoutez, moi, c'est vrai que l'an passé, à force d'échanger avec des créas, des agences, on se disait, le mantra, c'était on ne se fera pas doubler par l'IA, mais par des personnes qui utilisent l'IA. Je pense qu'on a dépassé ce cap-là en 2025. Je prône vraiment l'utilisation des IA génératives sur un mode hybride, parce que parfois c'est adapté, parfois ça ne l'est pas. C'est bien de faire du full IA pour tester, pour voir. Effectivement, il y a des contextes où ça s'y prête. Je pense notamment aux différents festivals de cinéma qu'on peut voir fleurir un peu partout. Les campagnes, on le disait, parfois on a les filigranes, parfois on les a pas. Là, par exemple, les géants de la photo commencent à mettre effectivement des filigranes pour authentifier des vraies photographies. Mais je pense qu'il va falloir faire un pas chacun de son côté. Ce qui ressort de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que finalement, on sent qu'il y a, en tout cas aux prémices, un choix qui s'est fait, soit j'en fais full, soit j'en fais pas du tout. Ouais. Et en fait, non, la bonne solution, c'est le mix. Bah oui, ça paraît assez logique et en même temps assez compliqué à mettre en place. Et on sent bien que dans les agences, les grands groupes, c'est difficile à implémenter. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler, de faire de la veille, de voir ce qui est pertinent. De vous suivre. Ouais. Avec plaisir. De vous suivre sur LinkedIn, du coup. Écoutez, merci pour cette conclusion et cette immersion dans le monde de l'IA générative d'images, notamment. Toute personne ou entreprise qui
auraient envie d'être accompagnés dans leurs usages créatifs, ils peuvent venir vous faire toc-toc sur LinkedIn. Avec plaisir. Et s'ils avaient envie notamment de numériser certains workflows et certaines créations, on voit bien que vous n'êtes pas bloqué sur un système, vous mélangez, vous venez du classique et vous avez désormais une culture de l'IA générative. Écoutez, ils vont pouvoir justement bénéficier de toute cette vision globale que vous avez. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour l'invitation, c'est super. Et peut-être à bientôt sur la vidéo. On va voir comment nos auditrices et nos auditeurs vont réagir à cette proposition d'émission. D'ailleurs, chères auditrices et chers auditeurs, n'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule les algorithmes et c'est vital de manipuler les algorithmes. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Allez voir notamment une nouvelle émission qui est géniale qui s'appelle Ouvre-la. C'est Solal qui parle avec son père c'est un ado. Il parle avec son père de sujets de son âge et c'est très intéressant. À bientôt.